jardinier dans le parc municipal de Rivry. Donc c'est la première conférence ce matin, donc Paco, qui est un habitué, bon, qui essaie de se grandir, mais bon, je vais lui prêter une chaise. Hein. Donc Paco, qui est un habitué, après les fraises l'année dernière, la première année j'ai oublié, c'était un atelier je crois, hein, c'était un atelier. Donc cette année, Paco va nous parler de trucs et astuces pour quand même récolter poireaux et carottes. Donc il faut savoir que les poireaux et les carottes c'est quand même un problème. Il y a là le fameux ver hein, qui se met un peu partout. Bah, comment on peut quand même récolter des poireaux et des carottes avec les vers ou sans les vers. Sans les vers, c'est quand même un peu mieux. C'est le même parasite sur les carottes et les poireaux. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le format de cet exposé, c'est 45 minutes d'exposé par Paco. Et puis derrière, on vous laisse 15 minutes de questions-réponses, hein, etc. pour fluidifier l'exposé. Vous pourrez poser toutes les questions après à Paco. Je pense qu'il va rester un peu aussi après. Donc, 45 minutes d'exposé, 15 minutes de questions-réponses. Allez, à toi Paco. Bonjour. Bonjour, ça, parfait. Alors oui, en effet, les poireaux et carottes, c'est un petit peu le souci, alors surtout les poireaux. Le souci ces dernières années, avec l'apparition de cette mineuse là, qui vient nous casser les bonbons. On verra un petit peu plus loin dans l'exposé que c'est plutôt la mouche qui nous pose des soucis. La mineuse, on a des solutions. On a un produit de traitement dont je vous parlerai tout à l'heure. La mouche, par contre, le petit asticot qui pénètre dans le tube des poireaux, il n'est pas sensible au traitement. Donc, la seule solution, les protections. Tout d'abord, pour comprendre un petit peu, alors l'idée, c'est pas seulement de pouvoir se débarrasser de ces insectes-là, mais c'est de se garantir une belle récolte de ces deux légumes, carottes et poireaux. Et pour comprendre, enfin pour réussir une culture correcte, ce qu'il faut, c'est connaître un petit peu le cycle de vie de la plante, ses différents besoins, et puis donc les principaux problèmes rencontrés. Évidemment, les méthodes physiques de protection qu'on va pouvoir mettre en place pour préserver nos légumes. Et puis, on terminera l'exposé par un passage, on va dire un bref passage, mais non, il ne sera pas bref, sur tous les auxiliaires de culture. Ça dit quelque chose, le mot auxiliaire de culture? Une personne qui a dit quelque chose. En fait, les auxiliaires sont tous les insectes, tous les animaux qui peuvent nous aider dans la protection des légumes. C'est en fait ce qui fait l'écosystème autour de nos légumes. Et donc, quand on favorise la biodiversité au jardin, on favorise justement la présence de tous ces animaux qui vont les uns manger les autres. Donc, en fait, on essaie d'attirer l'animal qui va parasiter celui qui nous pose problème sur les légumes. Alors, tout d'abord, donc le cycle de vie d'une plante. Alors, on va démarrer de la graine. Déjà, la première étape, c'est la germination. On va voir que toutes les étapes sont importantes dans la réussite de la récolte. Pour la germination, c'est simple. Une bonne germination, c'est une germination rapide. Si votre plante ne germe pas rapidement, c'est-à-dire si elle n'a pas les bonnes conditions au départ, elle va avoir des problèmes dans le reste de sa culture. Donc une bonne germination, c'est quoi? C'est la graine enfoncée à la profondeur idéale, c'est-à-dire pas trop profond. C'est aussi maintenir le semis frais, c'est-à-dire arroser, maintenir l'humidité pendant les quelques premiers jours. Et on a pour les graines les plus rapides, qui sont les choux et les choux navets, enfin les radis, toutes les brassicacées, qui vont parfois, quand les conditions sont idéales, mettre 2 à 3 jours à germer, jusqu'à la plus longue peut-être qu'on peut considérer que ce soit, si on ne parle pas des fleurs, ce serait le persil. La carotte, c'est un petit peu plus long, c'est aux alentours en période idéale, 7 jours. En début de saison, ça peut mettre jusqu'à 15 jours, voire même 3 semaines. Donc voilà, germination extrêmement importante. Ne pas trop enterrer ses graines. La plupart du temps, bien plomber la surface. Donc tasser la surface après le semis. Et puis maintenir frais pendant les quelques premiers jours. Maintenir arrosé. On a aussi souvent, les jardiniers, il y a une espèce de concours en début de saison. Qui va avoir les premières carottes? On gagne son temps à repousser son semis aussi. Il ne faut pas vouloir être trop précipité, parce que quand on sème trop tôt, en général, voilà, on n'a pas les conditions idéales, surtout en température. Température de germination, approximativement minimum 16 degrés pour quasiment toutes les plantes. La terre doit être à 16 degrés.
Ensuite, donc, après la germination, il y a l'installation du système racinaire. Donc ça, c'est une phase importante aussi. Il faut que la terre ait été bien préparée sous le sol pour que les racines se diffusent rapidement. La phase suivante, c'est le développement du feuillage. Lui aussi, extrêmement important. Donc une fois que les racines sont implantées, le feuillage se développe. Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments nutritifs dans la terre pour qu'on ait un feuillage fort. Parce que le feuillage fort va induire une plante forte ensuite. Donc si c'est du navet, si vous avez un beau feuillage, vous aurez un beau navet. Radis pareil. Hein. Vous avez certainement, tous les jardiniers, pu remarquer que quand vous avez un feuillage qui n'est pas beau, la plante qui vient derrière, enfin le légume qui vient derrière, souvent il a des soucis. Ensuite vient la phase de floraison, puis la phase de fructification. Alors, pour information, on a des légumes qui se consomment à toutes les phases. Là, aujourd'hui, c'est la mode des graines germées, donc on mange des plantes en germination. Ensuite, quand il y a le développement du feuillage, ça va être salade, poireaux, tout ça, c'est des légumes dont on ne mange que le feuillage. La floraison, le plus connu, a priori, c'est l'artichaut, on mange la fleur. Et puis la fructification, tout ce qui est haricots et compagnie. Donc, chacune de ces phases voit un légume différent. Est-ce que les 3 lettres NPK vous disent quelque chose? Un jardinier. Je crois que ce monsieur, on va le passer de ce côté-là. Voilà. Donc en fait, c'est les 3 éléments minéraux principaux constitutifs des plantes. Enfin, c'est ce qu'on apporte en fertilisant. Il n'y a pas que, hein, évidemment. Donc c'est l'azote, le N c'est le nitrogène, l'azote, le P pour phosphore et le K pour potassium. Donc c'est ces 3 éléments qui vont être les constitutifs essentiels de la plante et qui vont lui permettre de bien se développer. Alors l'azote, essentiellement, est utilisé dans les processus de photosynthèse, dans le développement du feuillage. On le trouve dans la poudre d'os, le sang séché. Alors, quand je vous parle de ces engrais-là, c'est uniquement tout ce qu'on utilise en agriculture bio. Donc os, sang séché, évidemment, vous pourrez trouver du chimique. Tous ces éléments, vous pouvez les trouver en chimie. Vous pouvez même trouver ça vous dit quelque chose? Hein? Non? Le triple 15, ça vous dit quelque chose? En fait, le triple 15, c'est l'engrais qui était utilisé jadis, encore en utilisation. C'est quand on n'a pas envie de se compliquer la vie, voilà, triple 15, ça donne à manger à tout le monde. On verra que ça peut avoir des conséquences délicates. Alors, vous en trouvez aussi dans le compost de tonte de gazon. Et celui que je recommande en bio, je ne l'ai pas noté ici, c'est le tourteau de ricin. Il est un petit peu compliqué à trouver, mais ça c'est un engrais azoté extraordinaire parce que alors il demande d'être répandu 3 à 4 mois avant le début de la culture pour avoir le temps d'être repris par les micro-organismes et être transformé en azote ammoniacal, bref, en ion ammonium. Je vais éviter les complications. Mais à balancer 3 à 4 mois avant la culture et il se diffuse tout doucement pendant tout le temps de votre culture. Vous avez donc ensuite le potassium, lui constituant essentiel de l'ossature de la plante. Il favorise la résistance aux maladies, il améliore le stockage des réserves, donc extrêmement important pour les pommes de terre, les fraises. Il va être aussi important dans le stockage des sucres dans les plantes. Donc une carence en potassium sur un parc de fraises ou en phosphore, ça va vous faire des fraises un petit peu fadasses. On le trouve donc essentiellement dans les cendres de bois. Alors évidemment, ça c'est les préparations qu'on peut faire soi-même, mais dans le commerce, vous avez maintenant dans toutes les bonnes jardineries un rayon qui est très très grand, produits traditionnels, et puis un rayon qui a tendance à se développer d'année en année sur le rayon bio. Et tous ces engrais-là, vous allez pouvoir les trouver au rayon bio aussi, sous différentes formes. Il faut demander au chef du rayon et ils vous orienteront. Le phosphore, lui, très important dans le développement du système racinaire de la plante. Important aussi dans les phases de floraison et de nouaison. La nouaison, c'est le moment où la fleur va se transformer en fruit, hein, pour les pommiers et poiriers. Et puis lui, on le retrouve présent en grande quantité dans la poudre d'os. Alors, on va trouver aussi d'autres éléments, magnésium, du fer, du soufre. Il y a pas mal d'éléments qui sont aussi extrêmement importants, le calcium, dans le développement des plantes, mais c'est ceux-là qu'on aurait tendance à
c'est cela que les plantes vont pomper le plus dans le sol et qu'il va falloir avoir à l'esprit qu'il faut remettre. On a une fausse idée qui traîne sur l'agriculture bio qui est de dire pour cultiver bio, il ne faut rien mettre dans les terrains. Pas la vérité. Hein. Si on regarde par exemple une culture de poireaux, vous cultivez vos poireaux, fin de saison, vous arrachez vos poireaux, vous arrachez quand même une quantité de matière importante. Sur un parc de poireaux, on arrache, on va dire, on va arracher peut-être entre du 8 et 10 kg en fonction du calibre, entre 8 et 10 kg au mètre carré. Et ben, c'est en une grande partie d'eau, mais il y a aussi de la matière. Donc cette matière, à un moment ou à un autre, il va falloir la remettre, il va falloir la redonner à la terre. Sinon, les cultures suivantes vont payer. Donc, agriculture bio égale utilisation de produits qui ne sont pas nocifs à la terre. Donc quand on va fertiliser avec des engrais qui sont souvent du fumier, pour essayer de vous faire, en fait, de vous faire comprendre pourquoi les agriculteurs ils sont progressivement passés à l'utilisation des engrais chimiques. Parce que c'est pareil, hein, là c'est dans l'autre courant, chez les écologistes, chez certains écologistes, on a tendance à penser que les agriculteurs ils produisent de manière intensive par plaisir. Mais il n'y a pas un seul agriculteur qui ne soit amoureux de sa terre et puis qui se dise tiens, je vais aller à partir de demain, je vais faire du mauvais légume, je vais bourrer de pesticides juste parce que ça me plaît. En fait, c'est quand vous voulez fertiliser une parcelle de 1 hectare avec un engrais chimique. Vous avez encore des souvenirs de votre exploitation, monsieur Novak, pour les quantités? Parce que je crois savoir que c'est pour 1 hectare approximativement, selon ce qu'on apporte, entre 250 et 750 kg d'engrais chimiques à l'hectare, pour 10 000 m². Si vous voulez fertiliser avec le même apport, avec du compost, avec du fumier, c'est 40 tonnes à l'hectare. Donc on comprend facilement pourquoi on est passé à du chimique, parce que il y a un côté pratique. Et quand les exploitations ont grandi, imaginons là un maraîcher dans les ortillonnages qui cultive sur 3 hectares, il lui faut faire venir 120 tonnes de fumier pour fertiliser ses terres en hiver. Donc voilà, c'est l'évolution des techniques qui ont amené tout doucement ces modifications. Retournons à nos poireaux. Les quelques problèmes que l'on rencontre dans les légumes, carottes et poireaux. Alors, chez la carotte, ce qu'on va rencontrer souvent qui peut nous handicaper sur la récolte, c'est une carence en azote en début de pousse. Dans les techniques de fertilisation, on dit que tous les gros légumes, carottes, céleri, pommes de terre, il faut leur amener de la potasse et du phosphore, donc de l'engrais de fond qu'on met l'hiver. Mais si vous n'avez pas, donc dans la phase de développement du feuillage, un beau feuillage à la carotte, pour ceux qui en font, je suis sûr que vous avez, pour peu que vous y penchiez un petit peu, vous avez remarqué que si vous avez un feuillage qui n'est pas bien dense, bien dru, bien vert, les carottes qui viennent derrière, elles sont souvent un peu chétives. Donc il faut absolument penser à fertiliser en azote en début de développement pour pouvoir avoir un légume costaud ensuite. Deuxième problème qui peut intervenir et nous handicaper la récolte, c'est un mauvais semis ou un mauvais désherbage. Alors un mauvais semis, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un semis trop dense, qui ne sera pas démarié à l'heure. Ça peut être une graine enfoncée trop profondément, donc qui va avoir du mal à sortir de terre. Et ça peut être un mauvais désherbage. Certains jeunes jardiniers ont l'impression qu'il faut désherber quand le terrain est sale. Et bien curieusement non, il faut désherber quand c'est propre. Donc on entretient un terrain propre et plus vous allez avoir des lignes nettes et plus vous allez garder un petit temps d'avance sur vos plantes. En fait, il faut absolument pas que les plantes soient concurrencées au moment de leur installation par d'autres qui pourraient venir les priver d'eau, les priver des éléments nutritifs qui sont disponibles. Donc le désherbage, le premier désherbage, alors il faut bien être vigilant sur la largeur entre les rangs de semis pour pouvoir passer l'outil adapté. La plupart du temps, je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise la rasette, hein, ça nous donne un espace de 25 à 30 cm entre chaque rang. Et ensuite, dès que le rang est tracé, le premier coup de rasette, moi je le fais immédiatement. Hein, parce que en fait, quand vous voyez la carotte qui germe, il
faut vous dire que tout le reste est en train de germer. Donc hop, un coup de rasette alors que le terrain est très propre, et puis après, 10 à 15 jours après, on commence à désherber dans le vent, et là à la main. Il existe aussi, si vous voulez en voir un exemple, j'en ai pas ici, mais vous pouvez vous rapprocher de Jean-Louis Christen, l'ortillon de lune. Vous pouvez aller lui rendre visite lors du marché du vendredi soir chez lui. Et il a des mini rasettes, alors qu'on utilise à la main, avec un tout petit manche, et un outil suédois, je crois. Et en fait, c'est un fil de fer trempé, très très rigide. Ça ressemble à une raclette pour nettoyer les pare-brises de voiture, mais avec juste un petit morceau une petite lame de fer, là, et qu'on va venir passer, étant donné que ça ne s'utilise pas avec un manche, mais avec un tout petit manche manuel, bon, on passe à 1 cm de la carotte, donc on fait déjà un désherbage très très propre avec cet outil-là. Donc ça en fait, c'est curieux, ça fait outil rudimentaire, mais ça nous fait gagner un temps fou. Et puis, la voilà, la mouche. Donc la mouche de la carotte, elle vient malheureusement en cours de culture. Donc on peut avoir fait tout ce qu'il faut, avoir bien préparé le sol, semer correctement, désherber correctement, et puis d'un seul coup, on voit le feuillage qui commence à jaunir légèrement, les quelques feuilles latérales qui se mettent à pendre, et là, en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire que la racine est touchée. Donc en fait, cette mouche, qu'on verra un petit peu plus tard, elle vient pondre juste à côté de la carotte, et puis les vers vont creuser des galeries. Donc quand vous avez cet insecte-là dans la racine de la carotte, c'est fini. Alors c'est encore consommable pour nous, hein, celui qui consomme les légumes de son jardin, ça n'empêche pas de le manger, ça rend l'épluchage un peu difficile, et les relations conjugales aussi peuvent en ressentir. Très important, messieurs, ramenez toujours du bon légume. Si vous pouvez le ramener propre, alors là c'est top. Et si vous le ramenez épluché, alors là, vous êtes les champions du monde. Par contre, voilà, pour le maraîcher, c'est une catastrophe parce que c'est incommercialisable. On verra, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est pas la même mouche pour les poireaux, mais on a aussi un petit insecte qui vient pondre. Donc pour le poireau, les problèmes rencontrés en cours de culture qui peuvent nous donner une récolte qui ne nous satisfait pas, c'est un repiquage trop tardif. Pour exemple, nous dans les ortillonnages, on commence les premiers repiquages de poireaux, alors c'est celui qu'on arrache en ce moment. Ces premiers repiquages, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, c'est courant avril. Courant avril, on repique les premiers rangs, tout le mois de mai, et il faut qu'au 15 juin, ce soit terminé. Alors, moi j'ai des souvenirs que quand j'ai commencé le jardinage, on disait les poireaux, on pouvait les mettre derrière les pommes de terre. Je ne comprends pas. Parce que si on met les poireaux après l'arrachage des pommes de terre, on mange du poireau crayon. Hein, il ne reste pas beaucoup de temps pour pousser. Donc voilà, 15 juin, il faut se mettre ça en tête, limite pour le repiquage des poireaux, si on veut avoir une belle récolte. On peut repiquer plus tard, mais ce ne seront pas des poireaux qu'on mangera durant l'automne ou l'hiver. Ce seront des poireaux qu'on va laisser passer l'hiver en terre. Ils vont rester crayon jusqu'au printemps. Et au printemps, ils vont redémarrer leur pousse. Et là, ils seront beaux, mais pendant une fenêtre qui est courte, juste avant qu'ils montent à fleur. Récolte décevante peut être due aussi à un mauvais choix de variété. On est en Picardie. Donc, quand vous lisez une revue et que vous sélectionnez votre variété de poireaux, il faut absolument avoir à l'idée qu'on peut avoir du -5, -10, -15 dans nos régions. Et si vous prenez une variété qui n'est pas résistante au froid, ils vont être cruellement martyrisés par les froids de l'hiver. Le plus connu, le plus résistant, celui qui ressort un petit peu, qui tient le haut du pavé, c'est le monstrueux de 40 ans, qui lui est vraiment réputé pour aller jusqu'à -15. Il y en a un autre aussi, donc il y a le géant d'hiver, monstrueux de 40 ans, et puis le liège de Sainte-Catherine. Et si jamais on vous propose de mettre du jaune du Poitou, donc celui-là, c'est clair que celui-là, au premier coup de froid, il va commencer à se déplumer, le feuillage sèche. Celui-là, c'est un poireau qu'on plante en tout début de saison pour être arraché à l'automne. Il ne doit pas passer l'hiver dans les terres. Carence en azote, pareil, hein, donc comme on a vu tout à l'heure, les poireaux sont constitués, la partie qu'on mange c'est uniquement de la feuille, donc c'est essentiellement de l'azote qui va être utilisé pendant son développement.
Donc c'est là qu'on a vraiment beaucoup d'importance à l'utilisation du tourteau de ricin, parce que vous mettez votre tourteau au moment de la préparation du terrain en courant avril-mai, et puis pendant toute la phase de développement de votre poireau, il va avoir de l'azote qui va lui être apporté directement aux racines par la décomposition de ce tourteau de ricin, et pendant toute sa culture, l'azote va lui être fourni au fur et à mesure de ses besoins. Donc ça c'est vraiment un truc extraordinaire pour avoir du grand poireau. Rouille, elle arrive en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un en a, mais alors ça c'est pas catastrophique pour le poireau. Il faut juste intervenir, donc faire la bouillie bordelaise, on arrive à récupérer avec la rouille. Ce qu'il faut, c'est déshabiller le poireau sur les feuilles les plus attaquées. Et quand vous faites une bouillie bordelaise pour traiter du poireau, il faut absolument y ajouter du savon noir, parce que sinon la bouillie elle ne colle pas sur le poireau. Il y a un feuillage qui chasse l'eau. Donc bouillie bordelaise plus savon noir, histoire de bien faire coller, déshabiller les feuilles les plus attaquées. Normalement, vous récupérez votre culture sans problème. Et puis donc, pour terminer, cette fameuse mouche, enfin, ces deux fameux insectes qui viennent pondre, nous avons une mouche et un papillon. La mouche, quand elle pond, elle va faire un asticot. Le papillon, lui, il va faire une toute petite chenille. Avec un œil un peu avisé, on reconnaît la différence entre les deux. Quand ils sont à l'état de cocon, on reconnaît. Mais il y en a un des deux qui est sensible à un traitement qu'on appelle la bactospéine, le BT. C'est un bacille, on le trouve maintenant dans le commerce. Vous avez Truffaut, Point Vert, tous ces vendeurs-là, ils ont tous ce produit de traitement qui est un traitement bio. Et en fait, c'est une bactérie, quand vous arrosez votre culture, elle va rentrer dans la chenille et puis elle va lui paralyser le système digestif. Donc la chenille, elle arrête de s'alimenter et puis elle meurt de sa belle mort. Alors, pour protéger nos cultures, donc là on revient essentiellement à ces deux parasites, puisqu'on a vu tout ce qui pouvait nous permettre d'avoir une belle culture. On revient aux parasites qui nous embêtent, c'est la mouche du poireau et la mouche poireau et carotte et le petit papillon. Vous avez de toute manière, la seule manière de protéger efficacement, c'est de faire une barrière entre vos cultures et le parasite. Il faut savoir que ce sont des parasites qui ont un vol qui est pas très haut, qu'ils s'orientent à l'odorat. Donc vous avez donc les protections type serre-chenille, ce sont des tout petits arceaux avec soit du plastique si vous en début de saison si vous voulez forcer la culture, ou vous pouvez mettre donc des voiles spéciales par-dessus. Donc les voiles sont les plus courants, le P17, c'est pas exactement celui-là qu'on appelle le voile anti-insecte. Le P17 c'est le voile de forçage traditionnel. La difficulté qui est rencontrée par les jardiniers amateurs, c'est que quand on va chercher ce genre de voile dans la grande distribution, c'est un petit peu cher. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un maraîcher, pas loin de chez vous, et puis d'essayer d'acheter en groupe, un rouleau. Les prix sont vraiment divisés quasiment par 10 quand vous achetez un rouleau. Et évidemment, un rouleau, c'est quelques centaines, quelques milliers de mètres carrés, donc il faut savoir se les partager. Vous avez donc des voiles aussi, des voiles anti-insectes qui sont eux encore un petit peu plus chers, mais qui sont vraiment très efficaces parce qu'ils laissent passer beaucoup d'eau, ils ne chauffent pas, ils chauffent peu en tout cas, donc vous pouvez les laisser pendant toutes les phases de culture, y compris juillet-août. Alors que le P17, quand vous le laissez en juillet-août, ça chauffe un peu là-dessous, ça a tendance à pénaliser la culture. Et puis, alors pour ceux qui ont le porte-monnaie bien garni, vous pouvez vous faire installer une serre-tunnel dans le jardin. Et là, évidemment, quand les serre-tunnels sont aérés par le haut, très très peu de ravageurs. Avec un petit guillemet, parce que vous n'avez plus ces ravageurs-là, mais les serres, c'est le paradis pour les acariens. Donc vous réussissez à vous préserver de ces bêtes-là. Alors les acariens qui aiment bien les atmosphères sèches, là, c'est le bonheur complet pour eux. Il faut savoir que dans la nature, il n'y a que nous qui croyons que le jardin il est là pour nous faire plaisir. En fait, les légumes, ils ne savent même pas qu'on existe. Les insectes non plus. Et tout le monde fait sa vie là-dedans. Et chacun essaie de tirer la couverture à soi. Tout à l'heure, je vous disais que pour pouvoir avoir un jardin qui fonctionne correctement, l'idéal, c'est d'y attirer un maximum de variétés, c'est-à-dire de faire fonctionner un écosystème. Donc, l'écosystème,
système, il est essentiellement basé au départ sur les insectes. Et puis les insectes, eux, ils attirent les oiseaux. La présence de tous ces insectes attire pas mal d'animaux. Et petit à petit, il y a un équilibre qui se fabrique et qui permet à nos cultures d'être moins agressées. C'est-à-dire que quand on passe du traitement dans son jardin et qu'on élimine un pan de la biodiversité, forcément, hop, on déséquilibre tout. Et puis quand, par exemple, il ne reste plus que des légumes à manger dans notre jardin, bah, évidemment, c'est les légumes qui payent. Alors, les insectes auxiliaires, on va rapidement passer par les raisons qui doivent nous motiver à nous préoccuper d'eux. On va découvrir donc les principaux ennemis des cultures, les différents modes de lutte, les insectes qui nous aident dans la préservation de nos cultures, et puis après les méthodes pour les attirer et puis les maintenir dans le jardin. Et puis, oui, puisque l'hiver arrive, on aura quelques petits bouquins à vous communiquer pour vous aider à préparer la saison prochaine. On va dire que celle-ci elle est pliée, toutes les erreurs il faut les oublier, on se met au carré pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, pardon. Alors, il y a une différence entre, comme je disais tout à l'heure, l'agriculture d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant, c'était plein de petites parcelles. On le voit encore, les traces dans les ortionnages, parce que c'est un lieu qui est difficile à modeler. Mais les parcelles dans les ortionnages, elles sont toutes aux alentours de 1500, 2000, 2500 mètres carrés. Donc en fait, voilà, on cultivait sur 25 arts. Et puis chacun pouvait vivre avec ce genre de parcelles. Donc petite parcelle, avec un petit peu de boisement autour. Des cultures qui étaient souvent très variées. On sait qu'on a perdu énormément et qu'aujourd'hui, quand on va dans les champs, c'est flagrant. Hein. On a la monoculture. On a des champs à perte de vue d'un seul légume, alors qu'avant c'était de la polyculture partout. Une biodiversité naturelle parce que les produits n'existaient pas encore, qui était bien plus importante. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se masquer le regard. Avant, les rendements ils étaient quand même bien moins importants que maintenant. Aujourd'hui, on est passé dans des grandes cultures. On a une biodiversité qui décroît. On constate même aujourd'hui, l'exemple le plus flagrant, c'est le miel. On constate que le miel, il est de meilleure qualité dans les villes, et la production est plus importante dans les villes que dans les campagnes. Parce que la variété de nourriture et l'utilisation des produits nous inverse ce qui pourrait nous paraître logique. Donc évidemment monoculture. Des insectes qui développent des résistances aux pesticides. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de trouver des nouvelles solutions. C'est ce qui nous motive à réfléchir un petit peu. Et puis une prise de conscience générale qu'il est évident, on peut nous raconter n'importe quoi, mais quand on met quelque chose sur son légume et qu'ensuite on amène le légume dans l'assiette, il en reste. Forcément on en mange. Alors les avis sont partagés. Est-ce que c'est mauvais pour la santé de manger du glyphosate? Certains disent que non. Bon, chacun se fait son avis. Là, on va passer en revue. Allez, on va peut-être... parce que là, je sais pas, j'ai l'impression que je vous endors. Donc, on va essayer de faire ça sous une méthode un peu interactive. On va passer sur nos ennemis. Alors, qui c'est ça? Qui est celui-ci? La lerotte. On appelle aussi la mouche blanche. Qui attaque essentiellement les choux. Voilà, essentiellement les choux. Et puis pas mal pour les mesdames qui font un petit peu de jardin d'intérieur, pour les fleurs. Les fuchsias aussi, c'est une bestiole un peu désagréable. Donc à lerotte ou mouche blanche. Lui, facile. On en a peu par chez nous, mais... Doryphore. Vous en avez eu? Donc Doryphore, rare ces dernières années. Nous avons, facile, alors ça c'est une des variétés, donc là il y a la matière. Hein. Là, sur un arbre comme ça, il doit y avoir une colonie de fourmis aussi, normalement. Elle, alors, l'avez-vous déjà vue? Je pense que vous l'avez déjà maudit, tous. On la reconnaît avec ses pattes oranges. Elle n'est pas sur la bonne feuille, là, quoique. En fait, elle, c'est elle, la carotte. Donc elle vient pondre sur nos
pareil. Enfin, ça c'est au stade de puce. Donc c'est en plein hiver, quand il fait froid, elles sont en cocon. Ça c'est voilà, la pupe de la noctuelle ou de la teigne du poireau. C'est pas la mouche, ça c'est le papillon. Pour la mouche, ça fait quasiment la même pupe. Elles sont difficilement reconnaissables, difficilement, discernables les deux. Donc voilà, là c'est dans le fût, et quand on en est là, exactement comme pour la carotte tout à l'heure, si c'est pas trop atteint pour la consommation personnelle du jardinier, ça peut encore se faire. On ne peut pas ni vendre, ni décemment offrir ce genre de choses. Au-dessus, là-haut, la mouche du poireau. Donc elle, c'est elle qui est responsable du petit asticot. Là, ici, du chenille, c'est bien de chenille. La Pierrette, voilà, Pierrette du chou, le petit papillon blanc qui plaît tellement aux enfants et qui fait trembler les jardiniers. Bon, puis elle, facile. Hein. Elle, quand les années sont propices, par exemple, cette année, c'était pas excessif, mais alors l'an dernier, c'était surprenant. Elle mangeait les fraises, elle grignotait les radis, c'est vraiment assez surprenant. Donc les modes de lutte sont divers. Donc protéger les cultures, comme on a vu tout à l'heure. Donc éviter de faire en sorte que ces parasites-là ne puissent aller sur nos cultures. Deuxième technique, les pièges à phéromones. Évidemment, c'est pas valable pour tous ces animaux, mais vous avez donc de plus en plus dans la distribution des pièges triangulaires en plastique qu'on accroche à proximité des cultures. On vient y poser un petit parfum qui est vendu. On vous vend des petites capsules de parfum que vous posez juste à côté de la glu, et au lieu d'aller pondre sur vos légumes, c'est même pas pondre, c'est d'aller effectuer la phase de reproduction. Les mâles vont venir se coller sur les pièges. Très, très efficace pour les pommes et les poires. Et ça se diversifie de plus en plus. On en trouve de plus en plus facilement. Les colliers anti-insectes, donc ça essentiellement, on va protéger certains arbres et certaines plantes de la colonisation par les fourmis pour éviter qu'elles ne fassent leurs élevages de pucerons dans nos arbres. Les bactéries, c'est un peu nouveau, c'est un peu compliqué à maîtriser, mais ça arrive sur le marché. La première en diffusion large, c'est la bactospéine, donc bacille de Thuringe. Ça, vous en trouvez dans les bonnes jardineries. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, les utilisations sont surtout réservées aux professionnels, mais je pense que ça va se démocratiser. Les nématodes sont des tout petits vers aussi, qui sont des vers parasites de certains animaux. Les nématodes sont pour l'instant essentiellement utilisés contre les limaces. Donc en fait c'est pareil, préparation à faire et puis arrosage de votre potager, et puis les nématodes vont se balader dans le potager. À chaque fois qu'elles rencontrent une limace, elles rentrent dedans et elles la parasitent. Donc c'est des traitements qui sont assez coûteux mais efficaces sur une année complète. Donc en cas d'infestation, ça peut être intéressant. Puis les dévoreurs, on verra, on aura le carabe et puis d'autres animaux comme par exemple les hérissons qui, s'ils sont présents dans votre jardin, ils peuvent vous débarrasser d'une assez importante quantité de limaces. Et puis les insecticides, je l'ai mis parce que ça existe, et vous verrez qu'il n'y a pas de page. On en parlera pas. Ça c'est votre libre arbitre. Il y en a un qui existait avant, qui a été retiré, qui me plaisait beaucoup, c'était la roténone, parce que c'était un insecticide qui était préparé à base d'une plante et qui avait la particularité d'être inactivé par les rayons du soleil. Donc vous pulvérisiez, quand vous aviez une infestation, vous pulvérisiez le soir, à la tombée du jour. Ça agissait toute la nuit, puis le lendemain, avec les premiers rayons de soleil, le produit était décomposé, et puis les butineurs pouvaient revenir. Et ça ne posait aucun problème. Seul conseil, si jamais vous craquez et que vous achetez de l'insecticide, ne jamais pulvériser une plante en floraison. Parce que quand vous pulvérisez une plante qui fleurit, forcément, tous les butineurs qui vont venir, même si ce n'est pas leur plante favorite, ils vont juste se poser dessus pour vérifier et puis ils vont emmener un peu d'insecticide. Donc ça, c'est une chose très importante. Alors, on a passé en revue tous les ennemis des cultures. Maintenant, on va voir qu'on a des alliés. Et que plus on les connaît, plus on les respecte. C'est facile. C'est pas l'affront, vous vous demandez ce que c'est.
Par contre, voilà, elle se nourrit de pucerons. On va voir juste sur la photo d'après la larve, parce que ça, si on ne la connaît pas, on peut avoir peur de cette bestiole-là, mais justement, ça, c'est la larve de coccinelle. C'est elle qui va être la plus vorace hein, sur la consommation des pucerons. Entre la naissance et la transformation, la métamorphose, je crois que c'est aux alentours de 300-400 pucerons qu'elle va manger dans sa phase de croissance. Donc, quand vous avez ça sur vos cultures, protégez-les. Là, ici, vous avez un insecte encore plus efficace, pareil, sous forme de larve, c'est la chrysope, qui elle aussi est en vente. Hein. Maintenant, on trouve des coccinelles et des chrysopes en vente dans le commerce. La chrysope, c'est une mangeuse de pucerons. Elle mange aussi des acariens et elle, je crois qu'elle est aux alentours de 700 pucerons dans sa phase de croissance. Donc, quand vous avez une dizaine de larves sur un parc, ça fait du ménage. Elle, c'est une petite guêpe parasite. Donc là, on la voit, elle est en train de, je ne sais pas si vous distinguez, elle est en train de pondre dans un puceron. Donc, pareil, alors pas la même méthode, elle ne mange pas, mais elle utilise les pucerons comme lieu de ponte. Et puis le puceron, lui, sa larve va manger le puceron. Nous avons lui, celui-ci, son éteint doré, vous connaissez celui-là? C'est pas loin du non-scarabée, ce sont les carabes. Donc eux, très très présents, ils mangent une quantité, alors là on le voit en train de manger un collègue donc, qui nous est utile, mais ils mangent énormément des toutes petites limaces, là, les loches. Ils sont très très friands de l'os, donc eux, plus vous les préservez, moins vous aurez de limaces. Et accessoirement, le balanin du forestier. Il y en a d'autres. Ça, c'est encore une guêpe parasite, qui s'appelle le pamphéron. Donc, qui va attaquer le gazelle. Elle, c'est le parasite de la mouche blanche. C'est Encartia formosa. Donc, elle va aussi pondre. Alors, elle pond dans les œufs de mouche blanche. Ça, c'est très efficace, mais pas encore en extérieur. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous allez je vous donnerai des contacts de structures qui peuvent vous fournir des insectes auxiliaires, parce que ça commence à se vendre dans le commerce. Il faut bien vérifier si ce sont des auxiliaires qui sont prévus pour l'utilisation en serre ou pour l'utilisation à l'extérieur. Il faut savoir que une grande partie des insectes, pour l'instant, sont très efficaces dans des zones closes. C'est fait pour l'intérieur. En particulier Encartia formosa, elle n'est utilisée que sous serre pour l'instant. Et là, les voilà. Donc, les fameuses bactéries, donc bacille de Thuringe, ça le parasite des chenilles. Elle, pas mal de gens s'inquiètent sur sa présence, mais elle nous est utile. C'est pas du tout, elle ne se nourrit pas de légumes, mais plutôt d'une bonne quantité de petits insectes qui nous gênent. Et puis la cirfe, vous avez dû repérer, c'est des espèces de petites abeilles qui font du vol sur place, là, qui ne bougent pas. Alors, il y a une quantité dans la famille très importante. Et elle aussi, la cirfe, elle est très très gourmande de pucerons. Et essentiellement pendant son stade de larve. Là, quand elle est transformée, c'est un butineur. Elle ne mange plus du tout. Donc elle, ce qu'il faut, c'est favoriser sa présence, son développement au stade de larve dans votre jardin. Donc, encore des copains. Ça, il est assez rare quand on en trouve un pas très agréable, mais il faut le protéger. Donc lui, il est un peu plus costaud. Il n'est pas aussi grand qu'une courtilière, mais il doit faire à peu près 3-4 cm. Ça fait partie de ces insectes, quand ils vous poussent avec les pattes, on sent que c'est costaud, donc on peut lui faire confiance pour manger des limaces et des escargots. Elle n'est pas utile dans la protection des légumes, mais plutôt dans toute la phase de pollinisation. Hein. Donc c'est l'abeille solitaire. Vous avez aussi la grosse abeille charpentière qui est toute noire, un noir avec des reflets bleutés. Elle aussi très importante dans la pollinisation. Et puis là, ça justement, c'est une nématode. Donc en gros, les nématodes sont des petits vers que l'on va mettre dans le jardin pour aller s'adresser
à nos limaces. Sachant que logiquement, quand le stock de limaces du jardin, parce qu'on peut se dire, tiens, si on balance une quantité de vers, de petits vermisseaux comme ça dans notre jardin, ça peut avoir des conséquences. Une fois qu'elles ont mangé tout ce qu'il y avait à manger sur l'espace où vous les avez mises, bah, la génération s'éteint, voilà, elle meurt. Et a priori, les traitements qui sont dans le commerce actuellement sont sous le nom de Nemaslug. Et ils sont, comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça ne peut pas être très important. Alors, pour pouvoir bien travailler avec ces auxiliaires, il faut les attirer au jardin. Alors, pour les attirer, quasiment, il y a quelques gestes à faire. Donc, il faut de temps en temps, dans votre jardin, essayer de préserver des îlots de biodiversité, des petites oasis. La plus simple et la plus agréable à supporter dans le jardin, parce qu'on peut dire vous laissez pousser la jachère, mais souvent la jachère, quand on la laisse pousser, elle est composée d'orties, elle peut être déplaisante. Donc ce que je conseille, c'est vous mettez une petite bande de prairie fleurie, et en fait une bande dans laquelle vous aurez très peu d'intervention. Donc par exemple les carabes, si vous voulez les éliminer, il faut biner. Donc il faut favoriser des emplacements dans le jardin où vous n'allez jamais passer la binette, parce que sinon vous détruisez leur... s'il vous plaît. Sinon vous détruisez les larves et puis ils ne peuvent pas sortir. Donc des endroits où non seulement il y aura beaucoup de fleurs, mais où il n'y aura pas d'intervention mécanique. Pour les cirques, il faut donc favoriser les fleurs en fin d'hiver pour les attirer, et au printemps, pendant toute la phase de développement des larves. Donc fin d'hiver pour le nourrissage. Et il faut aussi essayer de maintenir un couvert végétal autant que possible, donc soit un couvert végétal en engrais vert, soit un couvert végétal sous forme de paillage. Il y a beaucoup d'insectes qui vont hiverner dans les petites couches de paillage que vous laissez par-ci par-là. Le staphylin, donc on le ménage des abris permanents, on évite le nettoyage rigoureux du jardin, il faut savoir tolérer un petit peu d'herbe de temps en temps. Si on ne le tolère pas, comme je vous le disais juste au départ, fabriquer des endroits de jungle maîtrisés, on va dire. Les carabes et autres coléoptères donc, profitent de cette bienveillance. Oui, ça vous l'avez probablement déjà vu aussi avec les gendarmes qui aiment se réfugier dans les souches qui sont en train de pourrir. Donc, si vous avez un vieux bout de bois, ne le brûlez pas, mettez-le dans un coin, lui il va faire une réserve, il va être un lieu de ponte, un lieu d'abri hivernal. Pour les guêpes, donc les petites guêpes parasites qu'on a vu tout à l'heure, Aphidus et compagnie, semer du fenouil, elles s'en régalent. Et puis voilà, pas négliger d'avoir un petit endroit à ortie dans votre jardin qui vous servira pour faire votre purin et puis pour héberger un petit peu de coccinelle. Pour les héberger, on a plusieurs méthodes. Donc vous pouvez, en fonction de l'insecte que vous voulez héberger, fabriquer un nichoir spécifique. Donc ça, c'est des insectes, des nichoirs à pollinisateurs. Donc là, c'est des petites osmies qui vont venir se mettre là-dedans. Vous en avez plusieurs types de modèles pour un insecte particulier. Mais vous avez aussi le HLM. Donc, alors là, c'est non seulement le HLM, mais alors, attendez, ce HLM là, c'est pas n'importe quoi. C'est mieux que tout ce que l'humain a pu faire, parce que celui-là, c'est un HLM qui favorise la mixité. Il n'y a pas un seul insecte dedans. Donc, cohabitation parfaite. Donc, les abris mixtes qu'on appelle les hôtels à insectes, ils réunissent, alors là, on voit sur le haut, des pots renversés, en général remplis de paille, qui vont héberger les perce-oreilles. Des bois percés qui vont héberger les osmies, des tubes, vous pouvez prendre des tiges de céleri branche qui sont toutes creuses, vous faites des fagots, du roseau, enfin, il faut mélanger un maximum d'éléments. Si tant est que vous soyez un petit peu bricoleur pour ces messieurs, artiste pour ces mesdames, vous pouvez faire un élément de décoration dans votre jardin, extrêmement rigolo, et puis partager un petit moment ensemble qui peut être très sympathique. Vous pouvez aussi, si vous avez de la visite dans votre jardin, en faire un
un outil pédagogique, c'est-à-dire avoir donc, à côté un petit panneau pour expliquer quels sont les différents insectes qui viennent nicher et quels sont leurs intérêts. Et donc voilà, tout ça, ce sont les techniques pour favoriser la présence de toutes ces bestioles qui vont, quand nous on va se coucher, bosser à notre place. Donc ça peut toujours être intéressant. Aujourd'hui, il existe pas mal de bouquins, donc vous pouvez aller voir Philippe Leleu là, de la librairie du Labyrinthe, même s'il n'a pas forcément tout sorti de sa bibliothèque pour l'amener ici, il a probablement les catalogues de la librairie verte et puis des éditions Ulmer. Donc là, vous trouverez énormément de bouquins qui vous renseignent sur les insectes. Donc là, il y a l'ABC de la pollinisation, qui est intéressant, l'édition Terre Vivante. Et puis, il y a aussi donc, dans la distribution, dans les magasins, une inversion de la volonté des vendeurs, c'est-à-dire maintenant on vend des insectes auxiliaires. Vous trouverez depuis une petite dizaine d'années des coccinelles. Aujourd'hui on trouve des cirques, on trouve des pièges à phéromones. Mais chez des gens un petit peu plus avancés, alors là vous avez deux adresses, donc vos jardineries, ça c'est tous les pièges et puis les principaux auxiliaires, vous les trouvez dans les jardineries. Vous avez Magellan, qui est un vendeur de produits pour l'agriculture biologique sur Internet. Eux, ils sont très grands fournisseurs de produits. Et puis, pour ceux qui veulent aller voir sur place, il y a une entreprise qui est à Noyon, qui s'appelle De Grave Agri, qui est un fournisseur de matériel pour les maraîchers. Et eux, ils ont toute une gamme qui s'appelle Biocept, je crois. Et ce sont que des insectes. Une personne, il n'y a pas très longtemps, me demandait les problèmes de pollinisation dans les serres, puisque quand vous avez une serre qui n'est pas suffisamment ventilée, la température monte un peu trop, et les abeilles ne rentrent plus au-delà de 30-35 degrés, elles vont plus faire leur boulot, c'est-à-dire elles arrivent à la porte de la serre, pollinisent un petit peu les quelques premiers plants de tomates qui sont là, mais si la température est trop haute, elles ressortent ensuite. Donc eux, par exemple, de Grave, ils vendent aussi des ruches à bourdon, puisque le bourdon, lui, va rentrer dans les endroits un peu plus chauds. Donc en fait, dans les serres, c'est le bourdon qu'on utilise. On peut acheter des petites ruchettes qui vont permettre de polliniser votre serre pendant 6 à 8 semaines. Donc De Grave Agri, lui, il est champion. Alors par contre, c'est un petit peu de la haute voltige. C'est plus adressé pour l'instant aux maraîchers. Donc aux maraîchers bio, à des gens qui maîtrisent. Je ne garantis pas qu'ils vendent tous leurs produits aux particuliers, puisqu'on a quand même quelques bestioles sur lesquelles il faut se méfier dans l'utilisation. Mais là-bas, vous trouverez donc des insectes, Encartia formosa et compagnie, tout un tas de bactéries et puis de nématodes pour lutter contre différents parasites. Et ils ont une grande gamme aussi pour lutter contre les acariens. Ça, je pense que les acariens, vous ne devez pas en avoir trop dans vos cultures. Voilà un petit morceau de biodiversité. Donc, quand on arrive à garnir et à faire en sorte qu'il y ait tout ça, logiquement, à côté, on peut y faire pousser de bons légumes. Et donc, dernier conseil, il faut éviter d'abuser de tous les autres produits, puisque voilà, tous les habitants du jardin, ils peuvent être touchés, y compris ceux-là. Voilà. Merci à Paco, on peut l'applaudir, c'est très intéressant. Donc j'ai noté plusieurs points importants, c'est quand même avoir des copains. Et pour avoir des copains, il faut savoir les attirer. Et pas les copains chimiques insecticides. Ça, j'ai compris ça aussi. C'est nourrir la terre et puis aussi pratiquer la biodiversité. Donc ça, c'est trois ou quatre points importants de cette conférence. Maintenant, un quart d'heure de questions-réponses à Paco. La première question est toujours la plus difficile. Qui s'y lance? Alors, mettez-vous debout, parlez clair et puis Paco répondra. Donc, je voudrais savoir par rapport au parasite du poireau, lequel est le plus récent, celui dont on subit l'attaque depuis 3 ans ou 4 ans? C'est le papillon ou c'est la mouche? Apparemment, c'est la teigne. Non, c'est la mouche du poireau. La teigne était présente, le petit papillon. Celui-là, il est sensible au BT, donc on peut traiter. C'est la mouche qui est arrivée il y a, maintenant, ça fait 10-12 ans. Si je ne m'abuse, elle est arrivée en France en 93, d'après ce que j'avais eu. Et donc par les pays de l'Est. Et puis
chose intéressante, elle arrive et en général, elle amène avec elle, mais en général 5-6 ans après, son parasite la suit. Donc au début, elle a fait beaucoup de dégâts parce qu'il n'y avait pas son parasite, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans un terrain tout vierge, et il n'y avait pas un seul oiseau et compagnie qui la connaissait et qui la mangeait. Et donc aujourd'hui, son parasite la suit, on constate des baisses des infestations. Je ne sais pas si vous avez été embêté cette année, par exemple, mais cette année, très curieusement, je n'ai pas protégé tous mes parcs. Moi aussi, il a fait froid longtemps, c'est pour ça aussi. Alors, évidemment, ça a un impact. Il faut savoir que ces parasites-là, ils ont des cycles de vie. C'est-à-dire que le mâle rencontre la femelle, ils se reproduisent, ça pond des œufs, les œufs se transforment en larves, c'est la larve qui fait tous ces dégâts, et la larve, elle se transforme en petite pupe, là, et si la température le permet, hop, elle fait sa métamorphose, elle redevient mouche, et le cycle continue. Donc dans une saison très longue où on a un printemps doux et un automne doux, il va y avoir sur la mouche du poireau, il va y avoir approximativement, ça peut aller jusqu'à 5 générations, c'est-à-dire 5 fois la boucle. Alors en début de saison, elles sont dans nos poireaux, c'est-à-dire qu'elles ont hiverné dans nos poireaux. Elles éclosent, selon les cultures qui sont présentes dans notre jardin, soit elles s'envolent, elles se reproduisent, elles viennent repondre au même endroit. Alors là, quand c'est ça, c'est la catastrophe, parce que vous avez un poireau qui, au printemps, commençait à revivoter, à se retaper un peu, ça repond dedans, et là, c'est au revoir. Si vous avez déjà mis les oignons et que le feuillage est bien développé, elles peuvent aller sur l'oignon. Donc elles peuvent changer de légumes. C'est un petit peu la difficulté. Et puis après, elles vont faire tout sur les poireaux. Donc en fait, il faut... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si jamais vous êtes intéressé, il y a un site, une association qui s'appelle Afredon. A-F-R-E-D-O-N. C'est la fédération du réseau des organismes de lutte contre les organismes nuisibles. Ça dépend du ministère de l'Agriculture, de la Chambre d'agriculture. En fait, eux, ils diffusent chaque semaine ce qu'on appelle un bulletin de santé du végétal. Et donc, vous recevez, pour ceux qui font Internet, vous recevez cette petite lettre. Et si vous demandez, vous vous inscrivez donc sur leur site, vous demandez bulletin de santé du végétal spécial légumes. Et toutes les semaines, ils vous envoient un bulletin et c'est marqué tel endroit dans la Somme, relevé, tel parasite. Et donc vous savez quand sont là les parasites. Donc quand il faut absolument mettre vos voiles, quand il faut éventuellement faire votre petit traitement sur tel arbre, quand il faut sortir la bouillie bordelaise, parce que là-bas, à tel endroit, il y a du mildiou. Enfin, c'est un bulletin d'alerte. Très très intéressant ça. Vous pouvez répéter, c'est Afredon. 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 A-F-R-E-D-O-N. D'accord. On tape ça sur Internet. Ouais. Ou même bulletin de santé du végétal. Et donc ils sont répartis en plusieurs. Il y a un bulletin de santé grande culture, un bulletin arboriculture, un bulletin légumes et un bulletin, même maintenant ils en ont sorti un sur les espaces, comment ils appellent ça, en gros sur les jardins paysagers. Il n'y a pas de culture de particulière. Dis donc, vous m'aviez posé une question sur la mouche, je vous demande pardon là. Non, c'est Et le voile ne favorise pas la poussée des poireaux vers le haut, ça ne les fait pas... Le P17, si. Oui, non, mais le voile... Non, le voile, non, parce qu'il est micro-perforé, ça ne chauffe pas trop, il chauffe moins que le P17. On peut éventuellement mettre une armature pour que le voile ne soit pas en contact, c'est même conseillé, alors a priori pour le poireau, c'est conseillé de le décoller, d'avoir une petite protection pour pas que ça touche, parce que a priori il y a des micro-perforations. Ce que j'ai ouï dire, hein, si le poireau est en contact avec ces trous, la mouche elle peut fondre dans le trou. Donc bon, pas de problème du tout sur le P17. Le P17 mais le souci c'est qu'il y chauffe. J'ai pas vu de sensibilité particulière. Ce qu'il faut, ce qui rend compliqué la culture sous voile, c'est que les désherbages sont plus fastidieux. Il faut enlever son voile, faire le désherbage, remettre son voile. L'idéal serait d'avoir une surveillance avec le bulletin de santé du végétal, et puis de ne le mettre que quand il y a des vols. Après, c'est risqué. Ce que j'ai remarqué aussi, par contre, moi, par expérience, c'est que si vous mettez des quantités
les petites quantités d'un légume, vous avez plus forte chance d'être attaqué. Voilà, la mouche, elle vole, elle se balade, elle cherche du poireau. Mais ce n'est pas des millions de mouches. Donc si vous avez que 100 poireaux, forcément, elle va pondre ses œufs, elle va peut-être pondre 50 fois, donc elle va vous toucher la moitié de votre part. Moi, cette année, j'ai dû en mettre 3000. Et ben, quand on est sur des quantités importantes, il y a encore un peu d'attaque, mais c'est là qu'on voit que la quantité de bestioles qui viennent nous poser problème, elle est limitée. Donc il y a peut-être une petite tâche par-ci par-là où il y a un peu d'attaque, mais la totalité du parc n'est pas attaquée. Peut-il faire des poireaux infestés? Est-ce qu'on peut les mettre sur son compost? Il faut éviter. Mais non, parce que ce sont des pupes, là, les petits trucs noirs qui sont dedans. C'est des cocons. Voilà. C'est des cocons qui attendent. Voilà. Donc si vous les mettez au compost, dès que ça vole, c'est dans votre jardin. Donc En général, on conseille de brûler. Brûler ou éventuellement l'envoyer en déchetterie, mais c'est pour tout le monde. ouais. Non, brûler c'est pas mal. Malgré qu'évidemment c'est complètement interdit de brûler en son jardin. C'est ça, Vous n'avez pas dit ça, monsieur le maire? Non, je ne suis pas maire, hein, je suis brûler sans fumer. Alors je pense que c'est toléré. Quand on dit que c'est interdit de brûler, c'est interdit de faire n'importe quoi. Quand vous brûlez du bois, des herbes, que vous ne mettez pas de plastique, que vous n'allumez pas votre feu avec de l'huile, que vous ne brûlez pas pendant 3 jours d'affilée, ça veut dire que vous regardez les vents. Si vous brûlez quand il fait froid, l'hiver, que toutes les fenêtres sont fermées, ça ne vous dira rien. Après, moi, il m'arrive de temps en temps, de faire un bon grand feu qui fume bien. Par moment, si je vois qu'il y a trop de fumée, je prends même la précaution d'appeler les pompiers. Pour leur dire, voilà, je suis à tel endroit, je suis désolé, j'ai fait un feu que je ne pensais pas qu'il allait fumer autant. Voilà, je suis là, si on vous appelle, ne déplacez pas. On a vu que la cendre était utile. Et la cendre est très utile. La cendre, deux possibilités pour la cendre. Hein. Maintenant, j'ai pris l'habitude de la mettre au compost. Direct, je ne stocke pas. Parce que c'est un peu laborieux, on ne peut pas non plus rajouter, essayer de cloisonner tout, stock. Donc, elle va directement au compost, donc ça fait au moment où je fertilise avec le compost, quelque chose qui est naturellement plus riche. Pareil, Rodolphe Grelésia, que vous avez peut-être croisé, le fait aussi, on parle beaucoup des purins. Les purins, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un compost dans lequel toutes ces plantes vont être présentes, c'est-à-dire en début de saison, enfin pas au printemps, mais allez, on va dire début d'été, mois de juin, vous pouvez aller dans des espaces pas trop travaillés et récupérer de la bardane. Bardane qui est quand même assez réputée pour avoir des propriétés sur la fortification des plantes. Donc essayez de faire une grosse récolte de bardane, si vous savez l'identifier. Vous récupérez 2-3 sacs poubelles et hop, vous venez les mettre dans votre compost. Et toutes ces propriétés de ces plantes-là, vous allez les retrouver dans votre compost. Vous la connaissez cette plante? La bardane, vous la connaissez, c'est celle que vous jetez quand vous étiez enfant, vous jetiez les pignons sur la... Là, en ce moment, elle est facile à reconnaître, elle a ces grosses boules, les gros gratons. Là. Celui qui a les gros. Le petit, c'est le gaillet, là, les toutes petites boules. Mais là, en ce moment, c'est ce qui... Elle est grosse comme ça. Ça doit porter au moins un nom dans chaque village. Oui. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez l'utiliser en fertilisant, vous la mettez juste avant le bêchage, juste avant la préparation. Si possible, même quand il fait humide, parce que plus elle va prendre l'humidité, plus elle va rester sur votre terrain. Si vous la mettez dans un moment trop sec, le vent va la balayer. Donc au bêchage ou juste avant le bêchage pendant l'hiver. Ça dépend en fait, ça dépend de votre méthode de préparation du sol. Alors, si vous avez une préparation, si vous bêchez ou vous labourez, vous pouvez la mettre un petit peu avant. Elle va s'imprégner, s'humidifier, puis coller, et puis après vous la retournez. Si vous préparez à la grelinette, vous
préparez à la grelinette, vous, monsieur? Oui. Vous la mettez à quel moment, la cendre? Moi, la cendre, je l'utilise quand on m'en donne, j'en ai pas de cendre. Mais quand on m'en donne, moi, je l'utilise pour mettre autour des plantes pour limiter l'invasion des limaces. D'accord. Alors là, c'est pas l'effet. Mais de toute façon, le gros problème de la cendre, c'est que c'est un apport basique et nous, on est quand même en terrain déjà calcaire, donc on déséquilibre le sol. Il faut faire très attention à l'utilisation de la cendre. C'est par rapport au terrain où on est. Donc en gros, la cendre idéale dans les terrains de fond de vallée, dans les marais. Ouais, Dans un sol qui est acide, ça a tendance à rééquilibrer. Mais c'est vrai que dans les endroits où il y a du cran, il faut éviter. Alors si on veut réacidifier, il faut mettre quoi? On met un peu de la sueur, on met quoi pour réacidifier? En général, c'est le simple fait d'extraire les cultures. C'est l'apport de matière organique, c'est-à-dire si vous mettez beaucoup de matière organique, on réacidifie. D'accord. C'est quand même l'apport de matière organique. Quand on a donc de la terre un peu... Et surtout la matière organique, le compost frais en fait, avec les plantes fraîches déposées sur le sol, genre qu'on soude, etc. Et qui sont de fait qui sont un petit peu acides par leur jus, réacidifient. J'avais lu qu'il fallait conserver les cendres de bois sèches si on voulait qu'elles délivrent bien toute leur potasse par la suite. J'ai lu ça. Eh bien, il faudra me dire où vous l'avez lu. Je sais pas. Je vois pas. Alors, c'est possible, hein, parce que tout ça, c'est des éléments chimiques très fins qui peuvent, en présence d'eau, changer de composition ou s'associer différemment. C'est probable. Exemple, pour illustrer ce truc-là, je ne dis pas le contraire, mais je ne confirme pas ni j'affirme. Mais par exemple, quand vous avez un terrain qui est un petit peu pollué au plomb,